Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le pilleur raté. Imaginez vouloir piller une sépulture seulement pour vous y retrouver enterré. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un malheureux. On le sait, les pilleurs de tombes ont été en activité aussi loin que les tombes ont commencé à être construites. Et il y a 1300 ans, en Chine, un homme a tenté de creuser dans une tombe, seulement pour rencontrer un destin terrible. Il n'a été retrouvé que très récemment et les archéologues sont tombés sur le mystère ancien complètement par accident. Ils creusaient une tombe nouvellement découverte dans la région de Ningxia, en Chine, lorsqu'ils ont découvert un tunnel de pilleurs. À l'intérieur du tunnel se trouvait le pilleur de tombes, toujours là depuis 1300 ans. Il faut aussi dire qu'il n'est pas vraiment inhabituel de trouver des tunnels creusés par des voleurs dans les temps anciens, mais il est très inhabituel par contre de trouver le voleur encore présent dans son propre tunnel. Les chercheurs pensent que l'homme avait seulement 25 ans. Et ils pensent également qu'il a pu être assassiné. Au départ, tout ceci ressemblait à un malheureux accident. Autour de l'année 640, un jeune homme avait tenté de voler un trésor de la tombe et s'était retrouvé enseveli dans son propre tunnel lorsqu'il s'était effondré. La situation semblait donc assez évidente, mais ce n'était pas vraiment le cas. Lorsque les archéologues ont commencé à analyser le squelette du voleur, ils ont réalisé que quelque chose de plus néfaste s'était produit. Le pauvre malheureux avait été poignardé plusieurs fois, et quand je dis plusieurs fois, je veux dire énormément. Ce voleur avait plus de trous que du fromage suisse, et les scientifiques ont dû trouver une nouvelle explication pour ce qui s'était passé. La façon dont le corps du voleur était affalé dans le tunnel les a amenés à penser qu'il avait probablement été poignardé et laissé là à saigner. Mais pourquoi au juste? Il se pourrait qu'il se soit associé à de véritables criminels endurcis et après que le tunnel ait été creusé et que le trésor ait été volé, les partenaires commerciaux l'ont peut-être tué et l'ont laissé sous terre. Il se pourrait également qu'il n'ait pas été un voleur du tout. Mais il se pourrait également que le pauvre homme ne soit même pas un voleur. Il pourrait avoir surpris les pilleurs en flagrant délit et avoir été tué pour cela. Et c'est peut-être le crime parfait, en cachant son corps dans une tombe où personne ne risquait de le trouver. Et si quelqu'un le trouvait, il ne penserait à rien de suspect. Quant à la tombe elle-même, elle date du 1er siècle de notre ère, pendant la dynastie des Han orientaux. Il n'y a pas vraiment grand-chose de très excitant à propos de cette dernière. Tout simplement parce que les pilleurs de tombes ont tout pris, et donc il ne reste pas grand-chose. La véritable Lara Croft, la pièce de tombe la plus célèbre de l'histoire, est poursuivie en justice alors même qu'elle est centenaire. Joan Howard était la version réelle de l'archéologue et botteuse de fesses préférée de tout le monde, Lara Croft. Certaines personnes l'appellent même Indiana Jones pour ses exploits en tant que jeune femme. C'était une véritable héroïne, un modèle pour les jeunes femmes intéressées par une vie d'aventure et de fouilles dans des sépultures anciennes. Mais en 2017, lorsque Joan avait 95 ans, elle a été poursuivie en justice. Il s'avère que les pilleurs de tombes ne sont pas historiquement les personnes les plus éthiques. Joan a été accusée d'avoir volé des artefacts sur des sites en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Syrie et un tout petit peu partout dans le Moyen-Orient. Ses activités dans les années 60 et 70 étaient plus ou moins illégales. Non seulement cela, mais aussi profondément offensantes pour les cultures dont elle volait activement les trésors. L'archéologue Peter Campbell a déclaré que oui, ce que Joan faisait était illégal. Elle a commencé sa carrière en 1967 et 3 ans plus tard seulement avait lieu la convention de l'UNESCO. Cette convention a rendu strictement illégal le retrait d'artefacts du sol pour les collectionner. Les archéologues étaient encore autorisés à prendre des objets des sépultures. Ils n'étaient simplement pas autorisés à les empocher et à ramener les reliques chez eux. Ce n'était tout simplement plus une approche de premier arrivé, premier servi, comme c'était le cas lorsque Howard Carter avait découvert le tombeau de Toutankhamon en 1922. Mais Joan était toujours une aventurière au vrai sens du terme. Elle et son mari, un haut fonctionnaire des Nations Unies, avait été affecté à un poste non divulgué au Moyen-Orient. Joan a ainsi passé les 11 années suivantes à voyager d'une zone archéologique à une autre à la recherche d'antiquités. Elle a vécu des aventures épiques, exploré de nouvelles terres, noué de nouvelles amitiés et collecté et volé quelques trésors anciens en cours de route. Mais depuis 2017, Joan est officiellement sous enquête par le gouvernement australien. Elle a été accusée d'avoir utilisé le statut diplomatique de son mari pour voler des objets appartenant à d'autres cultures. Mais que pensez-vous de cette question? Joan mérite-t-elle une punition, surtout qu'elle doit avoir plus de 100 ans, surtout que je n'arrive plus à trouver de nouvelles plus récentes que 2017, ni sur Joan, ni sur son affaire d'ailleurs.
Le pharaon d'argent. Savez-vous que le tombeau le plus opulent et le plus cher de l'Égypte ancienne n'est pas vraiment celui de Toutankhamon et de loin? En avez-vous assez d'entendre parler de Howard Carter et de son expédition en 1922 pour révéler le tombeau de Toutankhamon? Et si c'est le cas, c'est votre jour de chance, car aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre pharaon égyptien ancien qui a été découvert en 1940 par un archéologue français dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Avec le chaos de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Montet a évité les balles et a cherché l'aventure à Tanis, en Égypte. D'ailleurs, qui pourrait vraiment lui en vouloir d'avoir choisi la pelle plutôt que le fusil? Surtout avec la découverte qu'il a faite. Pierre a fait une révélation extraordinaire dans le monde de l'égyptologie, l'une des plus importantes de toute l'histoire. Ce qu'il a trouvé est comparable en termes de magnitude au tombeau de Toutankhamon, mais en raison de la guerre, personne ne s'en est soucié. La découverte est tout simplement passée au second plan. Pierre a découvert le tombeau du pharaon Psousnès Ier, également connu sous le nom de pharaon d'argent. Il était le troisième souverain de la 21e dynastie, une époque où l'Égypte était en totale tourmente, environ entre 1047 et 1001 avant notre ère. Et la raison pour laquelle je vous parle de tourmente est que le gouvernement égyptien était tout bonnement fracturé. Le pays était divisé en deux. Le pharaon et toute sa suite régnaient sur la Basse-Égypte, depuis Tanis, tandis que le grand prêtre d'Amon et le haut clergé régnaient sur la Haute-Égypte depuis sa forteresse à Thèbes. Et en raison de ces conflits politiques, la plupart des historiens ont supposé que les pharaons du Sud n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Puis arriva Pierre et sa découverte du tombeau de Psousnès. Et vous ne croirez pas tous les trésors qui ont été enterrés avec lui. Mais d'abord, saviez-vous qu'en Égypte ancienne, l'or était considéré comme la chair des dieux et que l'argent était considéré comme les os des dieux? Mais le plus important dans l'histoire, c'est que pour l'ancienne Égypte, l'argent était bien plus précieux parce que les Égyptiens avaient beaucoup d'or, mais très peu d'argent, qu'ils ne pouvaient obtenir qu'en l'important d'Asie occidentale ou de la Méditerranée. Les analystes estiment que le ratio était de 2 pour 1 en Égypte antique, ce qui signifie tout simplement que l'argent avait 2 fois plus de valeur que l'or lui-même. Et donc, lorsqu'un roi ou une reine est retrouvé recouvert d'or, c'est un grand événement, mais pas aussi spectaculaire que de l'argent. Et dans le cas de Psousnès Ier, il a été découvert dans un cercueil en argent massif. Le souverain a été enterré dans une boîte en argent qui a dû coûter une véritable fortune pour l'époque. Son cercueil est un témoignage de sa richesse. Il montre également que les pharaons de l'Égypte inférieure pouvaient avoir plus de contrôle que ce que les historiens pensaient précédemment. Il y avait d'autres trésors aussi, comme des artefacts en or et des objets funéraires spectaculaires. Contrairement à Toutankhamon, la momie de Psousnès Ier n'a pas vraiment survécu. À l'intérieur du cercueil se trouvaient des ossements dispersés et désassemblés. Les tunnels de Pompéi. Savez-vous que sous Pompéi se cache un véritable réseau de tunnels qui cache une histoire très sombre? L'ancienne cité romaine de Pompéi cache bien plus qu'il n'y paraît. Sous les ruines, qui sont elles-mêmes encore largement cachées sous les débris volcaniques, se trouve un réseau de passages. Les tunnels souterrains ont été creusés par des pilleurs de tombes au XVIIIe siècle. C'était un travail brutal, assez similaire au travail dans une mine. Ils creusaient à travers d'épaisses couches de cendres et de lave solidifiée, avec seulement la lumière des bougies pour les guider, le tout à la recherche de trésors. Les pilleurs défonçaient des murs décorés de peintures datant de 2000 ans, et vous pouvez les considérer comme des pirates archéologiques. Il existe même des rumeurs non prouvées qui racontent que les pilleurs étaient embauchés par la dynastie des Bourbons espagnols, qui sont d'ailleurs toujours les rois d'Espagne. En vérité, les Bourbons d'Espagne mériteraient tout un sujet, mais pour une autre fois. Pour l'instant, il est important de savoir qu'ils régnaient sur Naples au XVIIIe et XIXe siècle, de façon assez similaire à la famille Médicis dans leur domination sur leur petite portion de l'Italie. Et en 1738, les Bourbons auraient commencé à embaucher des voleurs pour creuser comme des taupes à travers la ville de Pompéi. Les Bourbons étaient obsédés par les reliques romaines antiques qu'ils faisaient nettoyer et exposer dans leurs manoirs et villas. Mais il y a seulement quelques mois, l'un des tunnels des pilleurs de tombes a été découvert. D'ailleurs, les véritables archéologues de Pompéi n'ont toujours pas atteint certaines des profondeurs atteintes par les voleurs. Mais il y a une raison bien spécifique à cela. Les pros sont bien plus méticuleux et prennent soin de chaque centimètre carré. Et le nouveau tunnel a été retrouvé à l'intérieur des ruines d'une énorme villa recouverte de cendres lors de l'éruption de 79 de notre ère. Et le tunnel passait à travers toute la villa. Les archéologues ne savent pas ce que les pilleurs ont retrouvé il y a 200 ans lors de leurs fouilles clandestines.
Peut-être rien, peut-être des trésors inimaginables. La villa elle-même appartenait à un politicien romain qui contrôlait un empire marchand à Pompéi, donc on sait qu'il était probablement très riche. La reine de l'Amazonie. Imaginez un peu une aventurière intrépide avec une machette dans une main, une boussole dans l'autre, des mines terrestres dispersées dans les feuillages et des balles sifflant au-dessus de sa tête. Elle existe réellement et elle s'appelle Ella Al-Shama'i. On l'appelle la reine de la jungle et c'est une véritable pilleuse de tombes et l'un des plus proches exemples vivants d'Indiana Jones. Paléanthropologue de formation, les missions d'Ella l'ont menée dans certains des territoires les plus inhospitaliers du monde. Elle part à la chasse au trésor dans des zones de guerre et se rend dans des endroits si éloignés que personne d'autre n'en a entendu parler. Sa plus récente expédition a conduit Ella, qui est également exploratrice pour National Geographic au cœur de l'Amazonie. Elle a parcouru la Colombie, le Brésil, la Bolivie et le Pérou. Elle recherchait des royaumes perdus dans la jungle. Ella voulait trouver des preuves de citadelles en ruine, enfouies sous les racines des arbres géants de l'Amazonie. Elle est convaincue que l'Amazonie était le foyer d'une civilisation bien plus puissante qu'on ne peut l'imaginer. Elle est convaincue que l'Amazonie n'est pas seulement une étendue de nature sauvage vierge depuis des milliers d'années. Elle a été cultivée par un groupe indigène bien avant l'arrivée des Européens. Les peuples locaux avaient des terres agricoles, des centres urbains et des villes imposantes. Elle avance même que l'étalement urbain était tout bonnement énorme, puis, soudainement, les gens auraient disparu. Ils auraient abandonné leur ville et leur civilisation se serait effondrée. Et au moment où les Européens seraient arrivés, les seules personnes restantes en Amazonie auraient été des tribus qui semblaient appartenir à l'âge de pierre et qui auraient renoncé à la vie citadine pour vivre dans des huttes et dans la jungle. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule à croire que l'Amazonie était peuplée dans les temps anciens. Les archéologues font découverte après découverte de villes cachées sous la jungle, abandonnées depuis plus de 1000 ans. Toute l'Amazonie aurait pu être peuplée par une société très sophistiquée, une société qui disposait même d'un réseau de routes qui reliait les villes entre elles. Et lors de sa récente expédition, elle a combattu des créatures de la jungle, elle a été pratiquement dévorée par des insectes, mais elle a trouvé d'anciens exemples d'art rupestre, d'étranges images d'animaux et de formes géométriques. Et bien qu'elle n'ait pas trouvé la cité perdue de Z ou l'Eldorado, elle a tout de même trouvé des preuves le long du chemin que des gens prospéraient dans la forêt il y a des milliers d'années. Elle a participé à de nombreuses autres expéditions qui confirment que c'est une véritable aventurière. Elle a navigué le long des routes des pirates et a littéralement esquivé des balles. Elle a dû négocier avec des forces rebelles pour s'échapper de la forêt tout en enquêtant sur une mine d'or illégale en Colombie. Les œufs du passé. Des œufs antiques ont été découverts en Chine et ils racontent une histoire tout à fait bouleversante. De vrais pilleurs de tombes en Chine ont récemment découvert quelque chose de vraiment étrange, même pour cette chaîne qui parle de choses assez bizarres. Les scientifiques derrière ces découvertes travaillent avec l'Institut archéologique de Nanjing. Ils ont ouvert un tombeau dans l'est de la Chine, près de l'ancienne capitale de Nanjing. L'ancienne cité et la capitale moderne partagent le même nom, mais la ville ancienne date de plus de 2500 ans. Et c'était déjà une métropole en plein essor avant la naissance d'Alexandre le Grand. Et lors des fouilles, les archéologues ont découvert un grand pot en argile. Et à l'intérieur du vieux pot fissuré et légèrement malodorant se trouvaient des œufs. 20 œufs de couleur verdâtre. Le pot et ses œufs ont été trouvés presque au fond d'un complexe funéraire ancien de près de 6 niveaux. Les chercheurs ont déjà trouvé 38 tombes à l'intérieur, avec les œufs pratiquement au sous-sol de cet endroit. Et au tout dernier niveau se trouvent les tombes de personnes enterrées vers 770 avant Jésus-Christ. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en Chine, il y a des tombes si épiques qu'elles rivalisent avec celles de l'Égypte ancienne. Mais regardons ce qui a été retrouvé près des œufs. Dans la même tombe, les archéologues ont trouvé un ensemble d'ustensiles de cuisine, assez ordinaire pour l'époque d'ailleurs. Les chercheurs ont dit que quiconque était enterré ici devait être riche. Ils avaient un ensemble complet de cuisine avec des pots, des tasses, des assiettes et d'autres ustensiles de cuisine. Et tout dans la tombe pointe vers un rituel funéraire chinois. Je sais, cela semble sinistre, mais cela pourrait ne pas être aussi effrayant que vous le pensez. Les cultures chinoises anciennes croyaient que la mort était une perturbation cosmologique. Lorsqu'une personne décédait, c'était une sorte de perturbation pour l'harmonie universelle. Ils effectuaient des rituels pour tenter de rétablir cette harmonie. Une partie du rituel consistait à purifier le corps. Et celui qui était enterré dans la tombe aux œufs aurait été baigné après la mort, puis laissé avec une petite provision de nourriture pour ne pas être affamé dans l'au-delà.
C'est pour cette raison que cet homme avait tant d'œufs et d'ustensiles de cuisine. Il était censé manger ses œufs en chemin vers le paradis. Et il y a une autre chose que vous devrez savoir sur les œufs dans la Chine ancienne. Il y a 5000 ans, les gens en Chine peignaient des œufs et les offraient en cadeau aux dieux, généralement au début du printemps, à l'approche de l'équinoxe. Ils célébraient donc leur propre version de Pâques 3000 ans avant la naissance du Christ. La Chine ancienne célébrait Pâques avant même l'apparition du judaïsme et c'était pareil pour les Romains et les Grecs. Chaque printemps, les Grecs et les Romains laissaient des œufs colorés autour de leur maison comme décoration pour célébrer l'arrivée de la nouvelle vie. Les reptiliens de l'Antiquité. Savez-vous que des reptiliens datant de l'une des premières civilisations de l'histoire ont été retrouvés en Irak? En 1919, Harry Reginald a fait des découvertes qui restent controversées à ce jour. Il était le premier homme à fouiller le site d'Al-Obeid, dans le sud de l'Irak, non loin de la ville sumérienne d'Our. C'était en plein centre du berceau de la civilisation. Mais alors pourquoi les statues découvertes par Harry dans les ruines représentaient-elles des rois lézards au lieu de rois humains? La vue la plus acceptée aujourd'hui en archéologie traditionnelle est que la civilisation a commencé avec Sumer, dans ce qui est actuellement l'Irak. Elle a commencé avec la culture préhistorique d'Obéide, qui a commencé à construire de petits établissements il y a environ 7500 ans. Et à mesure que la culture avançait, elle devenait bien plus sophistiquée. Les petits établissements sont devenus des villages, et les villages ont évolué en villes. Des temples ont commencé à s'élever de la poussière, et des bâtiments monumentaux ont été construits, et soudainement, la civilisation sumérienne a pris forme. Les villes d'Eridu, Our et Uruk étaient les plus grandes et les plus puissantes du monde à l'époque. Mais concentrons-nous sur la culture d'Obéide qui ont pavé leurs rues et développé l'agriculture. Voilà à quoi ressemble leur village aujourd'hui. Ceci est une photo de Tel al-Ubaid prise par David Stanley. Ce n'est guère plus que quelques amas de terre qui ont été cuits pendant des milliers d'années par le soleil. C'est ici, sur ce morceau de désert desséché, que Harry a découvert ces curieuses figurines il y a plus d'un siècle. Harry a trouvé ces figurines représentant des hommes et des femmes portant des casques et des tenues très inhabituelles. Et elles étaient clairement destinées à être des membres d'une classe dirigeante. Et chaque figurine exudait un air de royauté. Mais ce n'étaient pas des humains, c'étaient des figurines reptiliennes. Et l'une des plus étranges est celle-ci, la figurine d'une femme lézard, nue, nourrissant un enfant, et l'enfant est aussi un lézard. Elle a été sculptée il y a au moins 6000 ans. Et les archéologues traditionnels rejettent les figurines comme étant des effigies de dieux, le serpent étant un symbole majeur de la culture d'Obéide. Dans le mythe sumérien ultérieur, le dieu Enki était un serpent. Il existait également un culte du serpent, une société secrète ancienne connue sous le nom de Fraternité du Serpent. Il pourrait donc y avoir un lien entre ce culte et les reptiliens d'Obéide. Mais comme vous en doutez, il existe des théories qui vont bien plus loin. Mais que pensez-vous de ces figurines très bizarres et d'où vient leur iconographie si particulière? Les contrebandiers syriens. Le pillage de tombes, la contrebande de trésors historiques sont toujours de véritables problèmes nationaux dans plusieurs régions du monde. Et parmi ces régions, on trouve logiquement les pays en guerre, comme la Syrie, qui hélas depuis 2013 vit dans un état de conflit permanent. Les pilleurs ont attaqué chaque site ancien qu'ils pouvaient et les ont dépouillés de leurs biens. Et en à peine 2 ans, la Syrie était sur le point de manquer d'antiquités à voler. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est produit, et ce qui se passe désormais en est le reflet. Le marché mondial est actuellement inondé d'antiquités frauduleuses parce que les pilleurs de tombes ont épuisé les sites anciens à piller. Maintenant, dans des villes comme Damas et Alep, il y a des ateliers qui fabriquent toutes sortes de reliques. Des livres de sorcellerie et de magie noire, des bibles en cuivre, des œuvres d'art de l'ère des croisés et de magnifiques statues en pierre. Le docteur Mamoun Abdul Karim, conservateur dans un des musées de Damas, a déclaré que 80% des antiquités sorties clandestinement de Syrie sont fausses, et personne ne sait où sont passées toutes les véritables reliques, ce qui est une véritable catastrophe. La Syrie est considérée comme l'un des berceaux de la civilisation. Elle possède des sites d'exception comme Doura Oropos, le Pompéi du désert syrien. D'autres villes comme Mari, estimées à environ 5000 ans, ont été complètement détruites en raison du conflit. Malheureusement, c'est la réalité moderne du pillage illégal de trésors et de tombes. Et découvre les connaissances antiques les plus incroyables récemment découvertes en cliquant sur cette vidéo.